Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, dans 60 minutes pour comprendre sur Média TV. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 23 novembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie à travers les réseaux sociaux. N'oubliez pas de réagir sur la page Facebook de Média TV ou à travers le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Younes Sayeh, vous êtes expert en assurance et désormais un habitué de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. Younes, Mohamed Karim, vous par contre c'est la première fois et bienvenue pour cette première fois, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Moins de 7,2%. C'est la proportion des ménages marocains, d'entre nous, qui déclarent réussir à se constituer un petit bas de laine, à épargner de l'argent. C'est ce que révèle la dernière enquête sur l'indice de confiance des ménages du Haut Commissariat au Plan publié le 16 novembre dernier. Près de 40% déclarent même devoir s'endetter ou grignoter sur leurs économies pour boucler les fins de mois. Quels sont les différents moyens de préparer ces vieux jours? Comment a évolué le pouvoir d'achat? Quel est notre niveau d'endettement? Que reflète réellement cet indice de confiance? Pouvoir d'achat et épargne, le moral en berne, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, avant qu'on essaie de comprendre, ça serait bien qu'on revienne sur les fondamentaux de l'épargne. Professeur, vous êtes là pour ça, vous allez nous faire un petit cours d'économie. Mais avant cela, vous voyez ce chiffre-là, moins de 7,2% des Marocains, des ménages marocains, qui arrivent à épargner. Vous trouvez ça normal? Ça vous dit quoi ce chiffre, professeur Karim? Merci pour votre invitation. Tout d'abord, j'aimerais rappeler la méthode de calcul, cet indice de confiance des ménages, qui est élaboré par le Haut Commissaire au Plan depuis quelques années, depuis 2008, sur une base trimestrielle. Et l'indice de confiance des ménages, il fait le parallélisme entre celui qui est calculé par l'INSEE en France. Oui. Alors, un petit exemple, avant de rentrer dans les indicateurs retenus, qui sont en nombre de 7, et en France on a retenu 11, je donne un petit exemple. Par exemple, on pose la question à un ménage en lui disant est-ce que l'emploi va s'améliorer? Est-ce que le nombre de chômeurs va augmenter les prochains mois à venir? Alors ça, on est dans la perception. On avait fait une émission sur les chiffres du chômage il y a quelques jours et on a vu, c'est le même principe. On est en train de poser des questions à des ménages sur un déclaratif sur ce qu'ils pensent sur l'évolution future. Alors, supposons qu'on a sur les 3000 retenus dans l'enquête, on a 1000 qui vont dire que le nombre de chômeurs va baisser. Et on a 2000 par contre qui vont dire que le nombre de chômeurs va augmenter. C'est-à-dire que les pessimistes sont de 2000 et les optimistes sont de 1000. Donc on calcule un solde. La différence de 1000 moins 2000, ça nous donne moins 1000. C'est-à-dire on a 1000 en solde, on a 1000 pessimistes. Et on va diviser par 3000, ça nous donne moins 33,3% comme solde. Donc on fait un delta entre le pessimisme et l'optimisme. Exactement. C'est l'objet de cette étude-là. Et on va comparer. Si je suis en semestre 1 de l'année 2015, je compare avec le semestre 1 de l'année 2014, sur une base annuelle. Aujourd'hui, je suis sur le semestre 3 de l'année 2015, je compare avec le semestre 3 de l'année 2014. Sur une base annuelle, je vais comparer. Supposons qu'aujourd'hui, semestre 3, j'ai trouvé moins 33,3% et l'année dernière, on a plus de pessimistes, moins 40%. Donc aujourd'hui, j'ai plus de pessimistes. Donc j'étais à 40% et aujourd'hui je suis à moins 40%, je suis aujourd'hui à moins 33%, c'est-à-dire que j'ai moins de pessimistes. Donc j'ai gagné effectivement 6 en points. optimisme. Voilà, j'ai gagné en optimisme. C'est important que vous fassiez ce point parce que finalement ça nous permet de comprendre comment ces indices sont calculés. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont calculés. Maintenant retenons aux indicateurs retenus. On a 7 indicateurs, donc l'enquête elle porte sur 3000 ménages. Toutes classes confondues, on ne fait pas la différence. On les enquête, on leur pose des questions sur 7 questions. La première question sur le niveau de vie passé, et comment ils voient, la deuxième question sur comment ils voient leur niveau de vie dans le futur. Alors justement, comment on évalue un niveau de vie? C'est bien qu'on va passer à travers ces 7 indicateurs, mais un niveau de vie, aujourd'hui, est-ce que c'est un niveau de vie qui est évalué, formulé par le HCP? Vous avez donné l'organisme miroir qu'on a en France qui est l'INSEE. Il y a un ensemble d'enquêtes qualitatives et quantitatives qui sont menées tout le long de l'année. Aujourd'hui, le niveau de vie, comment on le calcule? Effectivement, c'est une question pertinente. Alors le niveau de vie ici dans l'enquête, c'est un sentiment qu'on ressent. Ah d'accord. Alors il dépend de plusieurs paramètres qui peuvent être la consommation elle-même, le revenu,
l'épargne qui constitue. Et peut-être même parfois le niveau de vie, on peut le mesurer par est-ce que la personne aime ce qu'il fait, aime son travail, est-ce qu'elle a des relations sociétales intéressantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ici dans le niveau de vie? C'est-à-dire on définit un niveau de vie, oui, on définit un niveau de vie, oui, ça reste très subjectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des données sociodémographiques, de revenus, c'est un tout qui permet de mesurer le niveau de vie. Avant qu'on aille dans les 7 indicateurs, juste réagir à ce chiffre-là, Younes Saher. Tout à l'heure, on va parler. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes expert en assurance et on va parler bien sûr de l'épargne, et il y a tous ces produits complémentaires en plus de l'épargne retraite, que sont les régimes obligatoires et les régimes facultatifs. Mais quand vous entendez ce chiffre-là, Younes Saher, 7,2% des gens qui affirment ne pas pouvoir, seulement 7,2 qui affirment pouvoir épargner, ça vous inspire quoi? C'est un chiffre bas, certes, c'est clair que c'est un chiffre bas, mais lorsqu'on analyse à la lumière des indicateurs clairement expliqués par notre ami professeur Karim, quand on analyse tous ces chiffres-là, il est clair que beaucoup de choses sont dans le ressenti, sont dans la perception des faits. Il y a aussi des éléments arithmétiques où les gens, eu égard de leur salaire, eu égard du pouvoir d'achat, eu égard des obligations au quotidien, vont se retrouver, comme on dit, à finir les bouts du mois avec difficulté. Donc la perception d'épargner est des fois exclue. Ils vont se retrouver à affronter avec difficulté les obligations du quotidien. Et cela, effectivement, ce chiffre ressort suite à un sondage qui a été mené, suite à des questionnaires, suite à un certain nombre d'évaluations. Et le fait que autant de foyers au Maroc soient incapables d'épargner est quand même assez compliqué comme indicateur. Parce qu'on parlera tout à l'heure de l'épargne, de l'importance de l'épargne, qui est un levier fabuleux de l'économie nationale, qui permet de capitaliser pour pouvoir investir, pour pouvoir augmenter les champs d'action des entreprises et de l'économie marocaine. Et le fait d'avoir une grosse partie de la population qui soit incapable de le faire est assez déplorable. Alors, professeur Karim, votre deuxième indicateur. Effectivement, la capacité d'épargne, il n'est pas inclus dans l'indicateur d'après le HCP. En France, on l'inclut, mais ici, on ne l'a pas inclus dans l'étude. La capacité d'épargne, effectivement... La capacité d'épargne, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'il y a 7% des ménages sur les 3000 qui disent qu'ils sont incapables, qu'ils peuvent épargner. Oui. Mais le reste, ils trouvent des difficultés. Ça s'explique par le fait qu'on peut constater l'évolution de cette épargne des ménages et celle des entreprises et même celle de l'État. Si on regarde cette évolution depuis 2009 et plus, il y a une tendance baissière cette épargne. Donc, on est sur 13,6% d'épargne intérieure des ménages sur un taux de 20% comme épargne intérieure. Donc, et pour les trois composantes, ménages, entreprises et l'État, il y a une tendance baissière. Donc, vous êtes en train de me dire que tout ça est corrélé? On peut corréler l'épargne des ménages, l'épargne de l'État et des entreprises? Si je confronte l'évolution réelle des chiffres avec le sentiment, on peut comprendre pourquoi ce sentiment d'incapacité d'épargne se retrouve chez les ménages. Parce qu'il y a une rareté, il y a plus de consommation. Et il y a, donc par conséquent, il y a moins d'épargne chez les ménages, chez l'État et chez aussi les entreprises depuis 2009. Donc on est sur un taux d'épargne intérieur de 20%. Si on lui rajoute l'épargne extérieure, on est à 25% et on est sur un taux d'investissement de 29%. Donc on n'arrive pas totalement à financer l'investissement. Si vous voulez, tout à l'heure, je reviendrai vers les indicateurs. Ce qui est important, c'est de savoir aussi de qui on parle, de quel ménage on parle. Parce que si on parle de perception, la perception de la capacité à épargner, entre un ménage qui gagne 4 000 ou 5 000 dirhams et un ménage qui gagne 30 000 dirhams, on peut avoir la même sensation de ne pas pouvoir épargner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la différence entre les différentes classes sociales? Il y a aussi cette perception de l'épargne. Il y a des foyers
dans certaines régions, dans certains milieux, où on va avoir un peu la culture, si j'ose dire, d'épargner. C'est-à-dire qu'on va observer des jeunes, même au démarrage de leur vie professionnelle, qui vont tout de suite se mettre sur une espèce de plan d'épargne, ou alors mettre leur argent dans de l'immobilier, avoir déjà on va dire cette ouverture sur le fait de préparer les vieux jours, comme tu disais. On l'observe moins chez certains foyers, où on va avoir des jeunes qui, en démarrant leur vie, vont plutôt être un peu dépensiers, parce que où ils sont encore dans le foyer paternel, où ils n'ont encore pas tout à fait intégré cette dimension. Donc il y a le côté culturel aussi, et de perception de l'épargne. On le sent, ça, cette culture de l'épargne. Finalement, est-ce que le Marocain a cette culture de l'épargne? Alors, ici, une question importante. Ici, il faut faire la différence entre la perception, le ressenti du ménage et les chiffres réels, vrais. Alors, il y a une tendance qui est parallèle, il y a une certaine cohérence, généralement. Alors, si je reviens vers la culture d'épargne, effectivement, on n'a pas cette culture d'épargne. On est des ménages qui consomment, qui dépensent. La consommation des ménages par rapport au PIB, c'est 60%. 13,6% qui est épargné. Donc, par rapport au PIB. Donc, on a cette culture de consommation. On peut vivre même à crédit. D'ailleurs, les chiffres, quelques chiffres le montrent. On va y revenir justement sur on n'épargne pas assez. Mais il faut dire une chose. Par rapport à l'indice, c'est qu'on est généralement un petit peu pessimiste. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Là, il faut aller pour comprendre ça. Même au milieu rural, il faut considérer que les ménages sont analphabètes, généralement. Ils sont intelligents, c'est vrai. Ils sont intuitifs, mais ils n'ont pas l'information nécessaire pour juger. Et généralement, ils peuvent considérer que la personne qui viendrait les enquêter, c'est un homme politique qui va leur présenter un programme économique, et donc ils calculent quel gain. Il y a l'indice de confiance même par rapport à l'étude. Exactement. Oui. Il faut corréler tout ça. Ici, il y a les deux effets. Un effet exogène et un effet endogène. L'effet exogène, c'est le fait que tout le monde dit que ça ne marche pas, et que tout le monde, surtout si ça ne marche pas, effectivement, par exemple, l'indice du trimestre dernier, ça se répercute sur l'indice du prochain trimestre. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille joue, et que tout le monde dit que la situation est morose, et donc on a tendance à le dire entre nous, et donc généralement on l'exprime. Ça, c'est le côté endogène, mais le côté exogène. Endogène, déjà, c'est la confiance elle-même dans celui qui vient nous enquêter. On a les ménages en milieu rural. Là, il faut voir le terrain, comment ça se passe. C'est tout à fait différent au milieu urbain. Les gens, lorsque vous posez la question, ils ont tendance à négativiser la situation. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le fait de négativiser, c'est une façon de réclamer, d'obtenir un plus. Exactement, parce qu'il voilà, un message. Et donc, et d'ailleurs, ça se confirme. Globalement, on a des indicateurs qui sont du pessimisme. Là, ce n'est pas uniquement cet indice de confiance des ménages qui le confirme, mais si je prends les deux institutions américaines, Healthways et Gallup, ils nous ont classés 115 sur 145 en tant que pays plus ou moins vers la marche à la prospérité et le bien-être. Ça se confirme aussi si on prend l'indicateur de l'institution britannique ONG qui s'appelle Legation. Il nous classe 97 sur 142. Donc on est très mal classé. Et l'enquête, il se fait par téléphone. Donc moi, je n'écarte pas la possibilité de dire qu'on est un petit peu, on a droit de liberté, on dit ce qu'on veut, mais aussi en raison par rapport à notre intérêt personnel. On est quelquefois individualiste et opportuniste, mais on touche à l'intérêt général, celui de dégager des indicateurs qui ne reflètent pas la réalité. Mais alors, l'épargne, c'est aussi une manière, c'est un message de confiance aussi en l'avenir. C'est-à-dire que quand on épargne, on gagne plus de confiance en l'avenir. On se dit, je prépare mes vieux jours, j'ai la capacité de réagir en cas de coup dur ou pour pouvoir vivre correctement à la fin de ma vie, en plus, bien sûr, des régimes de retraite qu'on va voir. Ce sentiment-là, c'est intéressant tout ce que vous nous dites, parce qu'on voit la corrélation entre ces différents types. Aujourd'hui, l'épargne est devenue pour le Marocain synonyme de confiance? En tous les cas, ce qui ressort de ce que dit notre ami professeur Karim, c'est un peu le côté pas très fiable des sondages, parce que nous savons très bien, surtout dans certains milieux, que toute investigation